Allez-y, monsieur François, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wafa. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci pour cette invitation à participer au Doctorial. C'est une grande première pour moi et j'en suis ravi. Très rapidement, je vais me présenter. Je suis François Kayser, donc je suis conseiller en propriété intellectuelle détaché de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété industrielle. Et je suis basé au sein du service économique de l'ambassade de France au Maroc, avec une couverture régionale donc pour les pays du Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et donc j'interviens dans ce cadre-là pour vous présenter aujourd'hui les bons réflexes et une première sensibilisation pour ceux qui ne connaîtraient pas à la propriété intellectuelle et à la propriété industrielle. On verra dans cette présentation un peu les ces différentes notions. Alors en introduction, c'est juste pour vous dire que on va passer une heure ensemble. Bien évidemment, à la fin de cette présentation, vous ne serez pas spécialiste de la propriété intellectuelle, hein, qui est quand même un domaine assez complexe à maîtriser, mais au moins ce que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est les bons réflexes à adapter lorsque vous serez éventuellement en lançant une spin-off autour d'une innovation issue de votre recherche. Donc, je vous invite à poser vos questions sur le chat. J'essaierai de regarder régulièrement s'il y en a. Et sinon, je prévoirai peut-être 5-10 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Donc, je commence tout de suite par les principaux rappels pour ceux qui ne savent pas sur ce qu'est la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, le droit d'auteur. On va un peu, dans cette partie-là, reprendre un peu les notions de base pour que tout le monde ait les idées au clair sur ces éléments-là. Alors, tout d'abord, dans le domaine de la propriété intellectuelle, et notamment dans le cadre de vos recherches et de vos innovations, que ce soit scientifique, dans les sciences sociales, etc., il y aura un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir être protégeables, que vous allez pouvoir vous accaparer et les protéger via des mécanismes juridiques qui ont été mis en place maintenant depuis de nombreuses années. Donc, la première chose que vous devez comprendre et identifier, c'est quels sont, dans votre recherche, les éléments qui vont être protégeables de ceux qui ne sont pas protégeables. Donc, lorsqu'on parle d'innovation, de recherche, il va y avoir tout un tas de domaines pour lesquels l'appropriation ne sera pas possible, hein, qui est de fait laissé de libre cours par le législateur, et toute une partie d'éléments qui, eux, vont pouvoir être protégeables. Et ça, ce sera le premier travail, et vous pourrez demander un accompagnement, hein, que ce soit par moi ou des référents en propriété intellectuelle. Vous pourrez demander de l'aide justement pour identifier ce que vous allez pouvoir protéger dans vos projets. Donc, vous voyez toute la partie à gauche, hein, qui est grisée, c'est ce qui n'est pas protégeable, hein. C'est des choses, des notions qui ne sont pas appropriables, notamment les idées. Les idées, on dit qu'elles sont de libre parcours, et à ce titre-là, vous ne pourrez pas vous les accaparer, vous ne pourrez pas obtenir un monopole dessus. Évidemment, les créations non originales ne font pas l'objet de protection, hein. C'est la moindre des exigences qu'on accorde une protection pour ce qui est nouveau. Et ce qui relève du domaine de la théorie, notamment les méthodes scientifiques, les découvertes scientifiques, etc., tout ça ne vont pas pouvoir ne seront pas appropriables. Alors, c'est vrai que là, on met dans la catégorie grise les idées, hein, je le disais, les idées sont de libre parcours, mais les formes sous lesquelles elle va se matérialiser, cette idée, ces formes-là, en tant que telles, vont pouvoir être protégeables. Si je prends un exemple, vous connaissez tous l'idée de pouvoir livrer des repas à domicile, hein. Il existe plusieurs services où, je ne sais pas, des services de mise en relation entre taxi et des clients, type Uber, Careem, Bolt, etc. Ça reste à l'état d'idée,
cette innovation. Donc, cette idée-là ne va pas pouvoir être appropriable par l'un des concurrents. C'est-à-dire que n'importe qui pourra utiliser cette idée et pouvoir avoir la liberté de commercer sur la base de cette idée. En revanche, la forme qu'elle va prendre, c'est-à-dire l'application en tant que telle, la forme, les couleurs, la marque, éventuellement l'algorithme qui sera derrière pour cette application, ces idées-là, ces formes-là pourront être protégeables. Mais l'idée en elle-même, vous ne pourrez pas interdire quelqu'un de mettre en relation un taxi avec un client. Ça relève de l'idée. Ce n'est pas concrétisé dans la forme de l'inventeur et à ce titre-là, vous ne pourrez pas vous l'approprier. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir tout un tas de créations qui, elles, vont pouvoir être protégeables, des créations originales, bien évidemment, des inventions. Donc, on fera un petit focus après ces rappels sur les inventions. On va voir ce que c'est la notion d'invention et comment la protéger grâce au droit de la propriété industrielle. On aura les signes distinctifs, tout ce qui va relever des marques, les dessins et modèles qui vont protéger les créations purement esthétiques, que ce soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Et après, vous avez des notions un peu plus spécialisées, comme les obtentions végétales, la topographie des semi-conducteurs, et peut-être le cas des bases de données qui bénéficient d'une protection sui generis, bien particulière à la notion de base de données. S'il y a des questions, on pourra peut-être l'aborder si on a le temps. Donc ça, voilà, premier point, c'est pouvoir identifier ce qui est protégeable. Est-ce que mon innovation est au stade d'idée et à ce moment-là, je ne vais pas avoir d'éléments à protéger. En revanche, est-ce que j'ai une création technique qui va pouvoir faire l'objet d'une invention et d'une protection par le brevet, par exemple? Est-ce que j'ai créé un logo, une marque, un slogan qui pourrait être protégé par les signes distinctifs? Est-ce que j'ai modélisé, fait quelque chose, je ne sais pas, un fauteuil, quelque chose qui a un design particulier et à ce moment-là, peut-être que les dessins et modèles vont pouvoir me permettre de me protéger. Donc ça, c'est la première notion à faire, c'est qu'est-ce qui est protégeable et comment je le protège. D'accord ? Donc voilà un peu la grande famille de la propriété intellectuelle. Elle rassemble en gros 3 notions. D'une part, la propriété littéraire et artistique, la propriété industrielle et le savoir-faire. Donc la grande différence entre ces trois sous-familles, on a la propriété littéraire et artistique qui va permettre de protéger toutes les créations, toutes les œuvres de l'esprit, typiquement les livres, la peinture, la musique, tout ce qui relève de l'art, va pouvoir obtenir une protection éventuellement par le droit d'auteur. En revanche, en ce qui concerne la propriété industrielle, donc là on est sur des choses plus techniques comme les marques, les brevets et les dessins et modèles pour le design. Alors, la grande différence entre ces 2 familles, entre le droit d'auteur et la propriété industrielle, c'est la manière dont on va acquérir le droit. Pour le droit d'auteur, on dit que le droit d'auteur naît au moment de la création de l'œuvre, c'est-à-dire au moment où vous allez écrire le livre, le droit d'auteur attaché à cette œuvre va naître de lui-même. Il n'y a pas de démarche ou de formalité administrative à faire. C'est au moment de sa création que va naître en même temps le droit d'auteur. Lorsque vous peignez un tableau, ce droit naît au moment de la création de ce tableau. Il n'y a pas de démarche particulière. En revanche, en cas de litige et auprès d'un tribunal, on va demander au contrefacteur ou au titulaire du droit de prouver qui est vraiment le titulaire du droit. Donc là, il faudra apporter des preuves de date de création, d'originalité de l'œuvre, etc. Mais sachez que voilà, il n'y a pas de démarche administrative à faire, contrairement à ce qui peut se passer dans le domaine de la propriété industrielle, où là, on va devoir effectuer des démarches administratives, c'est-à-dire un dépôt de titre de propriété industrielle. Et ce dépôt s'effectue auprès d'un office national. Donc, en France, ce sera l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, donc, et pas intellectuelle. C'est là où vous comprenez la différence. L'INPI, nous occupons uniquement des brevets, des marques et des dessins et modèles. On ne s'occupe pas de ce qui concerne le droit d'auteur, puisqu'il n'y a pas de démarche particulière à effectuer. En Tunisie, par exemple, ce sera l'INORPI qui sera chargé d'effectuer
l'enregistrement de ces titres de propriété industrielle, donc l'INORPI, l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Et donc, pour obtenir ce droit, vous allez remplir un dossier. Il y aura un examen qui sera effectué par cet office, à la suite duquel vous obtiendrez ou non votre titre de propriété industrielle. Et enfin, j'en parlerai très rapidement, le savoir-faire, c'est tout ce qui va pas, tout ce qui n'est pas divulgable, c'est des informations qui peuvent être tenues au secret. Et là, il y aura un formalisme contractuel pour se protéger, pour protéger ce savoir-faire, pour le transférer éventuellement auprès de partenaires, mais ça relèvera d'un accord contractuel entre les deux parties. D'accord? Alors, s'il n'y a pas de questions sur cette première partie, sur les rappels, je vous propose de passer à la suite. Donc, on n'a pas de questions. Pas de questions pour l'instant. Ok, très bien. Alors, on pourra revenir un peu plus tard sur le droit d'auteur. Aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur la partie brevet dans le domaine de la propriété industrielle. Le droit d'auteur, ça va concerner, quand on est dans les sciences, on est plutôt dans le domaine des brevets, éventuellement des marques. Mais voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir plus d'informations sur le droit d'auteur, vous pouvez me contacter. On pourra échanger en one-to-one sur ce sujet-là. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a principalement, je pense, des scientifiques à notre écoute et peut-être que le brevet est l'outil avec lequel vous allez pouvoir protéger vos innovations et vos créations. Alors, je vais essayer de vous parler un peu du brevet dans le temps imparti, ce qui est un peu une gageure, mais je vais vous donner déjà les premières grandes notions de cet outil de la propriété industrielle qui sert à protéger une invention. Alors, une invention, le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas ce qu'est une invention. En revanche, la doctrine a l'habitude de dire qu'une invention peut se définir comme une solution technique à un problème technique. D'accord? Donc, dès que vous répondez à un problème technique avec une solution technique, dans votre esprit, vous devez garder le brevet comme outil de protection de cette solution technique. Le Code de la propriété intellectuelle, s'il ne définit pas ce qu'est une invention, en revanche, il définit tout un tas d'inventions qui sont exclues de la brevetabilité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des domaines un peu particuliers. S'il y a des personnes qui sont dans le domaine notamment de la chimie, de la pharma, de la biotech, de la médecine, la plupart des exceptions à la brevetabilité font partie de ce domaine-là. Donc, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic, les méthodes de traitement chirurgical, les procédés de clonage, ces choses-là sont par essence et par le législateur exclus de la brevetabilité pour ne pas entraver la bonne pratique de la médecine. Mais bon, il y a des choses qui se protègent, il y a des choses qui ne se protègent pas. S'il y a des questions particulières là-dessus, j'y répondrai volontiers, mais ce ne sera pas l'objet du propos ici. Alors, qu'est-ce que le brevet ? On pourrait définir ça comme un contrat social entre l'inventeur d'une part et la société d'autre part. Alors, cette notion de brevet, elle remonte maintenant à de nombreuses années. On a, à la fin des années 1790, en France, les premières lettres patentes du roi qui octroyaient un monopole aux inventeurs pour leur création. Donc, vous voyez, c'est une notion qui est quand même très ancienne et en fait, qui est née d'un constat à cette époque-là où il y avait une concurrence entre les manufactures, où d'une part, on avait un artisan qui développait une nouvelle méthode ou un nouveau produit original et innovant, qui le gardait secret
Et la concurrence essayait pendant des années de reproduire sans cesse ce produit innovant. Et donc, on a trouvé ça un peu dommage qu'on essaye sans cesse de réinventer la roue, que chaque manufacture garde leur innovation secrète. Et donc, on a trouvé cette solution de contrat social entre l'inventeur et la société, qui est de dire, on va accorder un monopole à l'inventeur d'une innovation technique, et en contrepartie de ce monopole, c'est-à-dire de ce monopole exclusif d'exploitation, en contrepartie, on va demander à cet inventeur de divulguer son invention pour pouvoir enrichir l'état de la technique et permettre plus tard aux autres inventeurs d'améliorer encore cet état de la technique. Donc vous voyez, cette notion sous-jacente au brevet, c'est un contrat moral entre la société et l'inventeur qui est de dire on vous accorde un monopole pendant une durée donnée, en contrepartie, vous enrichissez l'état de la technique par la publication de cette invention. Donc voilà, c'est un monopole, un droit exclusif d'exploitation. Donc par exclusif, il faut entendre qu'on a le droit d'exclure tout tiers d'exploiter notre invention pour laquelle nous disposons d'un brevet sans notre autorisation. Donc, sur un territoire donné, par exemple en France, si j'ai un brevet en France, je peux exclure n'importe qui d'exploiter mon invention sur le territoire français sans mon autorisation. Tous les titres de propriété industrielle ont une notion territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez une protection en France, vous devrez déposer à l'INPI une demande de brevet. Et vous pourrez agir sur le territoire français. En revanche, si vous ne disposez pas, par exemple, de brevet en Tunisie, vous ne pourrez pas empêcher une personne d'exploiter votre invention en Tunisie. Donc, on le verra un peu plus tard. Vous comprenez bien que dans ce monde de plus en plus globalisé, il y a une importance au niveau de la stratégie de l'internationalisation de votre protection. À savoir, est-ce que je me protège uniquement en France? Est-ce que je vais dans d'autres pays où se situe mon marché? Et une fois que vous aurez identifié ça, peut-être penser à la protection aussi de vos innovations dans ces pays-là. D'accord? Donc ça, c'est le droit qui est conféré par le brevet. C'est un monopole exclusif d'exploitation. On peut exclure n'importe qui d'exploiter notre invention sans notre autorisation. Alors, ce monopole est accordé pour une durée limitée, c'est une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt de votre demande. Vous pourrez obtenir une protection et interdire l'exploitation de votre invention. En contrepartie de quoi, vous devrez payer des annuités chaque année pour maintenir en vigueur ce brevet. Donc, pendant 20 ans, vous allez devoir payer auprès de l'office qui vous a attribué, qui vous a accordé ce titre de propriété industrielle, vous devrez payer une annuité. Alors, vous verrez, ces annuités sont progressives, d'année en année, elles s'augmentent, puisqu'on estime que si vous êtes prêt à maintenir en vigueur votre brevet pendant 20 ans, c'est que vous l'exploitez et que financièrement, il est suffisamment intéressant pour que vous souhaitiez le maintenir en vigueur. Et à ce moment-là, vous êtes prêt à payer des annuités de plus en plus chères. D'accord? Et comme je le disais en introduction, en contrepartie de ce monopole, il y aura la diffusion de votre brevet, de votre demande de brevet. Donc, si vous déposez aujourd'hui à l'INPI une demande de brevet, 18 mois à compter de la date de dépôt, cette demande de brevet sera publiée, accessible à travers le monde de manière libre et gratuite par tout le monde. D'accord? Donc, voilà pour la notion de brevet. Donc, monopole exclusif d'exploitation. On peut interdire n'importe qui d'exploiter notre invention. En contrepartie, on paye des annuités et on diffuse notre savoir-faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser maintenant aux conditions de brevetabilité. Donc, on a identifié, on a un niveau d'innovation. On estime que notre innovation est une solution technique à un problème technique. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir obtenir un brevet sur cette invention? Pour cela, on va étudier les conditions de brevetabilité qui sont au nombre, on a l'habitude de dire 4, si on prend de manière assez large.
Tout d'abord, il y a la notion d'invention. Au sens du droit des brevets, il faut qu'il s'agisse d'une invention. Bon. Alors ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il ne faut pas que cette invention soit exclue de la protection par brevet, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple les procédés de clonage, les traitements chirurgicaux, les méthodes de diagnostic, tout ça, ce sont des inventions, mais qui sont exclues du domaine des brevets. Pareil, les programmes informatiques, il y a tout un tas d'exceptions à la brevetabilité, les règles de jeu, par exemple, tout ça, sont exclus de la brevetabilité. Donc, il faut d'abord s'assurer que nous sommes bien en présence d'une invention au sens du droit des brevets. Ensuite, il faut que cette invention soit nouvelle. On l'a dit en introduction, on ne protège les créations que si elles sont originales, que si elles sont nouvelles. Ensuite, il faut que cette invention implique une activité inventive, et on verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Et enfin, il faut qu'il y ait une application industrielle à cette invention. Sachez que ce critère d'application industrielle est vérifié dans 99% des cas. Hein. Il faut qu'on puisse, j'allais dire, concevoir ou fabriquer cette invention. Dans de très rares cas, une objection défaut d'application industrielle pourrait être soulevée dans le cas d'inventions un peu fantasques, hein, de type mouvement perpétuel ou utilisant des phénomènes physiques qui sont pour le moment encore inconnus. Mais en tout cas, cette notion d'application industrielle ne devrait pas poser de soucis à partir du moment où votre invention est susceptible d'être fabriquée. Alors, je vais revenir maintenant sur les deux conditions de brevetabilité que sont la nouveauté et l'activité inventive pour vous sensibiliser et aussi attirer votre attention sur les bons réflexes à adopter. Alors, tout d'abord, on va étudier le critère de nouveauté. Alors, on dit qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Et l'état de la technique, c'est tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de votre demande de brevet. Donc, si vous déposez aujourd'hui une demande de brevet auprès de l'INORPI, par exemple, l'état de la technique opposable à votre invention sera tout ce qui a été rendu accessible au public avant aujourd'hui. Donc là, vous comprenez bien qu'il s'agit d'un critère global assez puissant, puisque dans cet état de la technique, on ne parle pas de la notion de personne qui aurait fait cette divulgation, on ne parle pas de la forme, la condition, on ne parle pas du lieu, on ne parle pas de la langue, on ne parle pas de la date de cette divulgation, peu importe, du moment que cette information a été rendue accessible au public avant la date de dépôt de votre demande de brevet, si cette information vient à l'encontre de la nouveauté de votre invention, vous ne pourrez pas obtenir de brevet. Et donc là, vous comprenez bien le danger qu'il peut y avoir à déposer trop tardivement une demande de brevet, c'est le risque de s'antérioriser, hein, comme on dit, c'est-à-dire de perdre la nouveauté de son invention. Typiquement, lorsque vous soutenez une thèse est accessible au public. Donc, tout ce que vous allez dire lors d'une soutenance de thèse va rentrer dans l'état de la technique. Donc, si vous soutenez votre thèse aujourd'hui et que vous déposez demain votre brevet, c'est trop tard. La soutenance de thèse, le contenu de votre soutenance de thèse va rentrer dans l'état de la technique et vous ne pourrez pas obtenir de brevet que vous allez déposer le lendemain puisque votre brevet ne sera plus nouveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur ce critère de nouveauté, c'est de dire quand est-ce que je dépose et qu'est-ce que je dépose. C'est tout ce qui est un peu complexe et qu'il va falloir déposer assez en amont pour justement pouvoir ensuite divulguer. Une fois que vous avez déposé, vous pourrez divulguer, hein, puisque ce qui se passe après la date de dépôt ne rentre pas en compte dans l'état de la technique. Mais il faut aussi avoir assez d'informations pour obtenir un brevet. Donc,
lorsque vous allez faire des conférences, lorsque vous publiez, par exemple, une publication scientifique est accessible au public, une publication scientifique rentre dans l'état de la technique et vous perdez la nouveauté de votre invention et vous ne pourrez plus obtenir de protection sur cette invention. Et donc, c'est ça que je veux, ce point sur lequel je veux attirer votre vigilance aujourd'hui, c'est de garder à l'esprit cette notion de nouveauté et de se dire, je vais à un colloque, je vais faire une soutenance de thèse, je vais faire une publication, est-ce que je ne devrais pas déposer un brevet d'abord? Et ça, c'est un réflexe qui est important à adopter. Et c'est une culture qui doit être mise en place très rapidement dans le lancement éventuellement de votre spin-off, c'est de se dire qu'est-ce qui va être protégeable, quand est-ce que je le protège et comment je le protège. Typiquement, il y a une histoire assez connue dans les années 60 en France, d'un cas de recherche qui avait porté ses fruits entre un chercheur allemand et un chercheur français qui travaillaient sur un laser innovant. Ils avaient abouti à une innovation technique assez importante et le chercheur allemand a fait le choix, avec l'accord du chercheur français qui n'en avait pas grand-chose à faire, de déposer une demande de brevet en Allemagne et au niveau international. Et il a réussi à valoriser cette invention. Donc, et par la suite, il a quand même obtenu pas mal de royalties via les licences accordées sur ce brevet. Et il a très vite arrêté de travailler, alors que le chercheur français, lui, continue de chercher. Donc, c'est ça où il faut garder en tête l'aspect de valorisation de votre recherche. Évidemment, vous pouvez la valoriser à travers la publication, au travers d'une revue avec un facteur d'impact qui va être très fort. Mais pensez aussi à cette notion de propriété intellectuelle, comment je vais pouvoir me protéger et comment par la suite je pourrais la valoriser, en faire un transfert de technologie auprès, par exemple, d'une entreprise. Et ça, on le verra peut-être demain, au cours d'une seconde présentation sur la valorisation et le transfert de technologie, comment faire pour rentabiliser sa propriété intellectuelle et ses actifs immatériels au sein de votre spin. Donc, est-ce que cette première notion de nouveauté est claire pour tout le monde? Donc, gardez bien en tête, au moment où je dois déposer, où je dois publier quelque chose, je dois échanger avec quelqu'un sur ma recherche. Est-ce que cette information est accessible au public? Et si oui, est-ce que je ne dois pas déposer une demande de brevet avant? Donc, typiquement, quand vous êtes en négociation avec des partenaires, par exemple un partenaire industriel pour exploiter votre invention, si vous n'avez pas encore déposé de brevet, il faut faire signer des NDA pour éviter que ces échanges soient accessibles au public et rentrent dans ce qu'on appelle l'état de la technique. Faute de quoi, votre invention ne sera plus nouvelle et vous ne pourrez pas obtenir de brevet. Est-ce que c'est clair sur cette notion de nouveauté déjà? Donc, on l'a dit, la nouveauté, pour qu'une invention soit nouvelle, il ne faut pas qu'elle soit comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de votre demande de brevet. Donc, maintenant qu'on a parlé de nouveauté, on va voir l'autre critère. On a dit 4 critères de validité pour un brevet. Il faut que ce soit une invention, on en a un peu parlé. Il faut que cette invention soit nouvelle, qu'elle applique une activité inventive et qu'il y ait une application industrielle. Donc, on a vu la nouveauté. Maintenant, on va s'intéresser à la notion d'activité inventive. Alors, l'activité inventive est une notion peut-être un peu plus subjective que la notion de nouveauté. Vous l'avez vu, la nouveauté, c'est assez binaire. Soit l'invention est comprise dans l'état de la technique, soit elle ne l'est pas. C'est assez simple d'y répondre. Soit l'invention a été divulguée, soit elle n'a pas été divulguée. C'est rare qu'on ait une invention qui soit divulguée telle qu'elle
dans l'état des techniques, sauf si, évidemment, on a divulgué notre invention avant de la déposer. Mais sinon, de manière générale, on ne retrouve pas l'invention à l'identique dans l'état de la technique. En revanche, on peut trouver des inventions qui s'en rapprochent. Et donc, c'est là que rentre en compte la notion d'activité inventive. Parce qu'on va dire, pour obtenir ce monopole qui est le brevet, non seulement il faut que l'invention soit nouvelle, mais en plus, il faut qu'elle s'éloigne suffisamment de ce qui a déjà été fait pour mériter ce monopole. Et c'est cette notion d'activité inventive qui va permettre de répondre à ce critère qu'on appelle aussi le critère de non-évidence. C'est de dire, on a un état de la technique, certes, mon invention est nouvelle parce qu'elle n'est pas comprise dans cet état de la technique, mais est-ce que cette invention, elle est au final tellement proche de ce qui existe déjà que n'importe qui aurait pu y arriver, et donc à ce moment-là, ça ne mérite pas de monopole. D'accord ? Donc, ce critère de non-évidence, on l'apprécie au moment du dépôt. C'est un raisonnement juridique qu'il faut mener. C'est l'office qui va faire ce raisonnement juridique pour savoir si ce critère d'activité inventive est rempli. Donc, l'examinateur va se placer à la date du dépôt et va se mettre dans la peau de ce qu'on appelle l'homme du métier, qui est un personnage fictif, qui a des connaissances techniques moyennes, et va se poser la question de, connaissant l'état de la technique, est-ce que je serai amené de manière évidente ou non à concevoir l'invention que je suis en train d'étudier ? Si la réponse est oui, je suis amené de manière évidente, alors il n'y a pas d'activité inventive et à ce moment-là, on n'accorde pas de brevet. En revanche, si on considère que ce critère de non-évidence est rempli, c'est-à-dire que l'invention se distingue suffisamment de l'état de la technique, alors à ce moment-là, on va dire oui, le critère d'activité inventive est rempli et on va pouvoir accorder un brevet sur cette création innovante. Donc là, je vous propose un petit exemple. Alors, bon, c'est un exemple c'est plus pour vous illustrer la différence entre la notion d'activité inventive et de nouveauté. Donc, on se place dans un contexte fictif, bien évidemment, où le crayon gomme que vous avez sur la droite n'a jamais été créé. Et donc, moi, de mon côté, je crée cette invention qui est de dire, quand j'utilise mon crayon, j'ai jamais de gomme à proximité, elle est tout le temps à gauche, à droite, je ne sais pas où elle est. Et donc, je décide d'intégrer un morceau de gomme sur le haut de mon crayon à papier. Donc là, première question à se poser, est-ce que cette création relève en tout cas du domaine des brevets ? Alors, la réponse est assez simple. La réponse est oui, puisque là, il s'agit d'une solution technique qui est à savoir fixer à l'aide d'une virole en métal doré ici, de fixer un morceau de gomme sur un crayon à papier. C'est une solution technique qui répond à un problème technique qui est d'avoir toujours à portée de main une gomme lorsque j'utilise mon crayon à papier. D'accord ? Donc là, on a bien une solution technique à un problème technique. Cette invention, si elle peut faire l'objet d'une protection, ça sera via l'outil qui est le brevet. D'accord ? Donc ça, première question. Maintenant, on va se questionner sur la question de validité de ce brevet sur le crayon gomme. Première question, on a dit, premier critère, est-ce qu'il s'agit d'une invention au sens du droit des brevets ? La réponse est oui, on n'est pas dans les exclusions de la brevetabilité, c'est une solution technique à un problème technique, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre critère qu'on peut évacuer rapidement, le critère d'application industrielle, puisque ce crayon à papier peut être facilement fabriqué, il n'y a aucun souci là-dessus. Restent les deux critères, le critère de nouveauté et les critères d'activité inventive. Sur le critère de nouveauté, on a dit, on se place dans la fiction selon laquelle cette invention n'a jamais été créée. Donc, mon invention est nouvelle. L'état de la technique qu'on a, c'est le crayon d'une part, les crayons à papier existent, d'autre part, les gommes existent, mais en tout cas,
ce crayon avec la gomme insérée au-dessus n'existe pas. Donc, le critère de nouveauté est rempli. Maintenant, il va falloir se poser la question, est-ce que cette invention implique une activité inventive? Alors, je vais essayer de faire un sondage. Si vous pourrez voter, ceux qui pensent qu'il y a une activité inventive, vous votez. Alors, ne bougez pas. Alors, si vous estimez qu'il y a une activité inventive, vous pouvez voter en disant oui. Alors, sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si les personnes qui estiment que cet objet fait preuve d'activité inventive, vous pouvez voter. Et d'accord, donc on a 4 personnes, 5, voilà, qui... Alors, on va en discuter ensemble. Je vous le dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais en tout cas, c'est un cas fictif hein, pour vous donner à peu près la notion. Donc, 5-6 personnes voilà, qui estiment qu'il y a activité inventive. Alors, moi, j'estime personnellement qu'il y a activité inventive. Maintenant, tous les arguments peuvent s'entendre. Et c'est pour ça que je disais que cette notion d'activité inventive est peut-être plus subjective que la notion de nouveauté, puisque ça relève de l'appréciation d'un examinateur. Alors, il y a des méthodes qui essaient d'objectiver cette analyse. Et par exemple, ici, quand on se place dans ce cas-là, c'est de dire, est-ce que c'était évident pour l'homme du métier, hein, au moment de la date du dépôt de ma demande de brevet, de concevoir cette invention? Alors, moi, j'estime, et c'est à titre personnel, qu'on aurait très bien pu imaginer une autre solution pour répondre à ce même problème technique. Donc, le problème technique de dire j'ai pas de gomme au moment où j'utilise mon crayon à papier, on aurait très bien pu déjà fixer la gomme d'une autre manière, on aurait pu la fixer à un autre endroit. Le fait qu'elle soit au-dessus, ça permet d'équilibrer le stylo. Cette virole en métal, ça permet aussi peut-être de remplacer le morceau de gomme. Donc, et il faut garder à l'esprit que quand on fait cette analyse, on se place à la date du dépôt de la demande de brevet. Donc, cette invention, quand on y réfléchit, on la connaît, mais on n'est pas censé la connaître. Il ne s'agit pas de faire un raisonnement a posteriori en disant ben, j'ai la solution sous les yeux. Effectivement, maintenant que j'ai la solution, c'est évident. Non, il faut se dire j'ai un problème technique. Est-ce que de manière évidente, je serai arrivé à la solution technique que je suis en train d'étudier? Et moi, je pense qu'avec un crayon et une gomme tels qu'ils sont présentés ici, on pourrait très bien imaginer de l'attacher via un fil. Enfin, il y a tout un tas d'autres solutions que celle qui est proposée. Et je pense qu'à titre personnel, le critère de non-évidence est rempli et j'estime que le critère d'activité inventive est rempli à ce titre-là. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent argumenter de manière inverse en disant, bien au contraire, l'homme du métier, quand il a une gomme et un crayon, bah, il va pas l'accrocher sur le côté parce que ça va déséquilibrer la gomme, enfin le stylo, il va essayer de la mettre au-dessus, etc. Donc, il va être amené de manière évidente à concevoir ce crayon à papier plus gomme. Et donc, à ce moment-là, on estimera qu'il n'y a pas d'activité inventive et que le brevet ne sera pas valable. D'accord? Donc, ça, je vous le redis, il n'y a pas de réponse définitive sur ce cas-là. C'est aussi tout ce qui fait le charme, du domaine des brevets, c'est de pouvoir argumenter sur cette notion d'activité inventive. Oui. Et la plupart des questions de validité relative au brevet se posent autour de ce critère d'activité inventive qui est peut-être plus subjectif que la notion de nouveauté. D'accord? Est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors oui, j'ai une question. Est-il possible de publier un article sur le même sujet après le dépôt du brevet? Alors évidemment, bien sûr qu'on peut.
non seulement on peut, mais on doit, puisque vous l'avez compris, si on publie avant, votre brevet est perdu. Mais si vous déposez aujourd'hui votre demande de brevet et que vous publiez demain votre article, on l'a dit tout à l'heure, ce qui va s'opposer à la nouveauté de votre demande de brevet, c'est tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de votre demande de brevet. Donc, votre publication qui a été faite après la date de dépôt de votre brevet, cette publication-là n'entrera pas en compte dans l'état de la technique et ne viendra pas détruire la nouveauté de votre brevet. Donc, c'est la démarche qu'il faut adopter, c'est-à-dire, premièrement, je dépose une demande de brevet. On l'a dit, cette demande de brevet va être publiée 18 mois après la date de dépôt. Donc, pendant 18 mois, votre brevet reste au secret. Il n'y a que vous qui en avez connaissance et l'Office de propriété industrielle. Donc, pendant 18 mois, cette invention reste secrète. Et vous pouvez effectuer, bien évidemment, votre publication après la date de dépôt de votre demande de brevet. J'espère que ça répond à la question. Si l'invention décrite dans la publication est le résultat d'un travail collectif qui est autorisé à déposer le brevet, et sous quel nom le brevet sera-t-il attribué? Alors, il est possible, alors ça dépend, plusieurs personnes, ça va dépendre, j'allais dire, du cadre dans lequel cette invention est développée, soit c'est plusieurs chercheurs qui travaillent sur un même sujet. Alors là, il faudrait regarder dans les contrats que vous avez avec éventuellement votre université. Bien souvent, vous allez avoir des clauses concernant la propriété intellectuelle qui dit que vous êtes payé pendant votre doctorat pour travailler sur ces résultats de recherche et donc que le brevet va appartenir à l'université. Ça, c'est possible. Si cette invention est menée de manière indépendante entre, par exemple, 3 amis, on peut très bien imaginer qu'il y ait un co-dépôt entre ces 3 personnes avec un quota-part réparti équitablement entre les trois inventeurs. Il est possible d'avoir des co-déposants dans une demande de brevet, c'est-à-dire qu'on aura un brevet qui appartient à un tiers à l'inventeur A, un tiers à l'inventeur B et un tiers à l'inventeur C. Donc ça, c'est entièrement possible qu'il y ait des co-dépôts, mais en général, quand on est dans le cas de la recherche, de doctorat, souvent les travaux issus de vos recherches qui peuvent faire l'objet d'une protection par le brevet sont souvent attribuables à l'université qui, en contrepartie, doit vous verser une rémunération supplémentaire ou le juste prix de votre innovation. Après, il peut y exister, dans le cas de spin-off, typiquement, en imaginant on peut imaginer transférer ce brevet à cette spin-off et qui est un système de licence entre la spin-off et l'université. Ça, la gestion de cette propriété sera définie de manière contractuelle entre les parties. Alors, dans quelle mesure la technologie liée à l'intelligence artificielle sont-elles protégées par des brevets et quelles sont les limites de cette protection? Alors, ça, de la même manière que les inventions mises en œuvre par ordinateur, par les inventions mises en œuvre par l'intelligence artificielle, tous ces domaines-là, de la chimie, de la biotechnologie, de l'informatique, de la médecine, ce sont des sujets très particuliers où on pourrait en parler pendant des heures. Les questions, par exemple, sur l'intelligence artificielle se posent actuellement. Il y a 2 grands problèmes qui se posent, à savoir si une invention est créée par une intelligence artificielle, à qui appartient cette invention ? Puisque normalement, un inventeur est toujours une personne physique. Maintenant, si c'est moi qui suis dans mon canapé et qui laisse tourner une intelligence artificielle et qui me crée une solution à un problème technique avec une solution technique, à qui appartient cette invention? Est-ce que c'est à l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est au programmateur de l'intelligence artificielle? Donc, il y a d'abord ces notions-là qui se posent. Et après, il y a aussi l'autre côté qui va être, est-ce que les inventions qui utilisent l'intelligence artificielle au sein de leur procédé
sont protégeables et dans quelle mesure elles sont protégeables. Typiquement, je ne sais pas, une machine agricole pour récolter des fruits mûrs, une machine qui va circuler parmi un verger et qui, sur la base d'un data learning, va reconnaître les fruits mûrs, les fruits pas mûrs et pouvoir les récolter ou non. Il y a ces notions-là qui rentrent en ligne de compte. Les questions ne sont pas encore tranchées. Par exemple, l'Office européen des brevets a sorti de nouvelles directives d'examen quant à l'analyse de ces inventions utilisant l'intelligence artificielle. Je suis désolé, pas m'appesantir dessus aujourd'hui parce qu'il me reste 10 minutes et j'aimerais encore vous parler de 2-3 notions, mais c'est des sujets qu'on pourra peut-être aborder en one-to-one ou plus tard dans un autre contexte. Ensuite, je vais très rapidement, j'en ai parlé tout à l'heure, du système de protection à l'international. Donc, vous l'avez compris, on a un brevet. Maintenant, il va falloir se poser la question de où je souhaite obtenir d'autres brevets. Puisqu'on l'a dit, un titre de propriété industrielle a une portée territoriale. Si je dépose auprès de l'INPI en France, j'aurai une protection en France. Donc, je pourrais interdire n'importe qui d'exploiter mon invention sur le territoire français. Maintenant, quid des autres pays? Là, il va y avoir un choix à faire, un choix stratégique au niveau, en fonction de l'État et du marché que vous souhaitez viser, qui est de savoir où je souhaite obtenir ma protection, dans quels autres pays je souhaite étendre cette protection de mon invention. Donc, imaginons vous déposez aujourd'hui une demande de brevet en Tunisie. Vous allez avoir ce qu'on appelle un délai de priorité qui est de 12 mois à compter de la date de dépôt de votre première demande tunisienne jusqu'à T égale 12 mois pour étendre cette protection, c'est-à-dire déposer d'autres demandes de brevet dans d'autres pays. D'accord? Donc là, plusieurs possibilités pour effectuer ces dépôts. Tout d'abord, vous allez pouvoir passer par les voies nationales. Donc, par exemple, vous souhaitez uniquement être protégé en Tunisie et en France. Donc, vous déposez aujourd'hui en Tunisie et dans 12 mois, vous allez pouvoir étendre, dans ce délai de 12 mois de délai de priorité, vous allez pouvoir étendre cette protection en Tunisie au territoire français et donc déposer une demande de brevet auprès de l'INPI pour obtenir une protection également en France. Après, on a ce qu'on appelle les voies régionales. Par exemple, la voie EP, ce qu'on appelle la voie européenne, qui va vous conférer une protection régionale, surtout sur les 38 États membres de la Convention de Munich sur le brevet européen. Donc, c'est en gros l'Europe un peu plus élargie. Et à titre d'information, la Tunisie fait partie de la Convention sur le brevet européen. C'est-à-dire que quand vous déposez un brevet européen, quand une entreprise dépose une demande de brevet européen, il peut obtenir également, via ce dépôt européen, une protection en Tunisie. Puisque la Tunisie a signé maintenant, il y a 5-6 ans, des accords de validation du brevet européen en Tunisie. Et enfin, la dernière voie qui existe, c'est ce qu'on appelle la voie PCT, ou autrement dit, la voie internationale, où là, vous allez pouvoir déposer une demande centralisée auprès de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui, elle, va se charger pour vous de suivre les procédures dans les différents pays que vous allez désigner. Il y a des avantages, des défauts entre ces différentes procédures. Les voies nationales, c'est autant de procédures nationales à effectuer que de procédures et de pays qu'on souhaite protéger. La voie PCT, c'est peut-être la voie de la simplicité, puisqu'on a un office qui centralise toutes les demandes internationales. En revanche, ça aura un coût un peu plus élevé que si vous désignez de manière précise les pays qui vous intéressent. D'accord? Donc, voilà un peu cette stratégie d'internationalisation de votre demande de brevet. Je passe très rapidement sur ces petites questions pour rebalayer un peu ce qu'on a vu précédemment. Donc, une invention protégée par brevet reste secrète. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, vous l'aurez compris, elle reste secrète, mais que pendant 18 mois. Je le rappelle, vous déposez aujourd'hui votre demande de brevet auprès d'un office de propriété industrielle. Cette demande de brevet sera secrète jusque 18 mois après la date de dépôt
de votre demande de brevet, où celle-ci sera rendue publique. Elle sera publiée sur les bases de données de l'office auprès duquel vous avez déposé votre demande de secret. Donc, elle reste secrète, oui, mais que pendant 18 mois. Ensuite, cette demande de brevet est librement et gratuitement accessible à tout tiers à travers le monde. OK. Enfin, on peut breveter en Tunisie un système développé au Brésil, mais jamais utilisé en Afrique. Alors là, pareil, on l'a dit tout à l'heure, si ce système est développé au Brésil, il a été rendu accessible au public. Il y a une notion de nouveauté qui est mondiale, donc vous ne pourrez pas obtenir de brevet en Tunisie puisque la commercialisation ou le développement de cette invention, que ce soit au Brésil ou ailleurs dans le monde, viendra à l'encontre de la nouveauté de votre demande de brevet si jamais vous en déposez. D'accord ? On peut déposer une demande de brevet sur un système très ancien et oublié ? Bien évidemment non, je le répète, même si c'est vieux, même si c'est oublié, si cette information a été rendue à un moment donné accessible au public, vous ne pourrez pas obtenir de brevet. Très rapidement, je vais finir cette présentation en vous parlant un peu de la différence entre de stratégie qui peut exister dans la protection de vos innovations. J'ai parlé de la notion de brevet tout du long. Il y a une autre stratégie qui pourrait être mise en place, qui est la stratégie du secret. Alors, ces deux notions sont antinomiques, hein, soit on protège par le secret, soit on brevette, hein, puisque vous l'avez compris, on ne peut pas breveter et maintenir secret, puisqu'au bout de 18 mois, votre brevet sera rendu accessible au public, donc elle ne sera plus secrète. Donc voilà, il y a soit la stratégie de brevet, soit la stratégie du secret. L'avantage du secret, c'est que potentiellement, votre protection a une durée illimitée. Tant que le secret est gardé, vous pourrez jouir de ce secret de fabrication et seul vous en aurez la connaissance et vous n'aurez pas une durée maximale de protection de 20 ans comme avec le brevet. D'accord ? On a la légende un peu urbaine de la recette de Coca-Cola qui serait secrète depuis les années 1880. C'est un peu une légende, mais potentiellement, tant que votre invention reste secrète, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir maintenir une protection sur cette invention. Contrairement au brevet où, je vous l'ai dit, il y a une procédure administrative à effectuer auprès d'un office, le secret, a priori, est gratuit. Hein. Vous n'avez pas à effectuer de dépôt, de formalisme particulier, si ce n'est qu'il y a quand même des points de vigilance à apporter lorsque vous mettez en place une politique de secret au sein de votre entreprise. C'est qu'il y a des contrats de travail qui vont pouvoir être signés avec des clauses de confidentialité sur le savoir-faire, sur ce secret. Il faut pas que, faut que le site soit sécurisé pour pas que n'importe qui puisse avoir accès aux informations, etc. Donc, si c'est gratuit, oui, mais il y a quand même des choses à mettre en place qui peuvent avoir un certain coût. Si par mégarde, le secret est rendu public, soit par négligence, c'est-à-dire que j'ai mal mis en place ma politique de secret, ou si par un acte de malveillance, le secret s'ébruite, c'est perdu. Ce secret sera accessible à tout le monde et vous n'aurez pas de protection dessus et ce sera perdu. D'accord ? Contrairement au brevet, où là, vous êtes certain que pendant 20 ans, vous pourrez interdire n'importe qui d'exploiter votre invention. Donc, vous voyez ces deux notions, alors sachant que maintenant, avec les technologies de reverse engineering, on arrive quasiment à savoir tous les procédés de fabrication, hein, je dis bien quasiment tous. Donc, maintenir une invention secrète, peut-être sur des procédés de fabrication, sur un objet en tant que tel, c'est très compliqué de mettre en place une politique du secret puisque les techniques de reverse engineering permettent de déterminer l'ensemble des composants d'un dispositif. Donc voilà, après c'est une solution qui existe. Il y a des entreprises qui ont fait le choix de maintenir le secret.
C'est joli sur le papier. Après, en pratique, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est une solution qui existe aussi. Je vais m'arrêter là. Il reste 5 minutes, c'est ça, Wafa, peut-être pour des questions. Oui, exact. Même un peu plus. Donc, on va passer aux questions. Alors, il y a la question de Abdallah. À mon avis, le choix entre brevet et secret dépend de la stratégie de l'entreprise, des coûts associés, de la durée de protection souhaitée et de la nature de l'invention. C'est plutôt une remarque. Oui, exactement. Exactement. Alors, je vais reprendre le chat. Tac, tac, tac. Oui, effectivement, sur le secret, je le disais, c'est un petit tout double. C'est soit ça fonctionne et à ce moment-là, vous pouvez maintenir une protection et un secret pendant plus de 20 ans. Et à ce moment-là, c'était un pari qui était gagnant parce qu'avec le brevet, vous auriez obtenu 20 ans maximum. En revanche, si au bout de 3 ans, votre secret est révélé, c'est perdu, ce secret est rendu accessible au public et donc c'est trop tard, vous ne pouvez plus obtenir de brevet. Et donc, c'est un peu ce dilemme-là, c'est de dire, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans une politique de secret ? C'est un pari qui peut être fait et qui peut être compliqué à mettre en place, en tout cas plus compliqué qu'il n'y paraît. En tout cas. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le cadre de l'inventivité? Comment la non-évidence d'une invention est-elle évaluée et prouvée? Alors, c'est vrai, j'en ai un peu parlé rapidement, c'est une notion qui est assez compliquée à appréhender, donc ce critère de non-évidence, c'est l'examinateur qui, au vu de l'état de la technique, va se demander si, pour l'homme du métier, cette invention découle de manière évidente ou non de cet état de la technique. Alors, il y a une méthodologie qui a été proposée pour que, justement, on évite cette notion de subjectivité qui est ce qu'on appelle communément l'approche problème-solution. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse, on pourra en discuter et cette approche est disponible, par exemple, dans les directives d'examen des examinateurs de l'Office européen des brevets, c'est de se dire, je compare mon invention avec l'état de la technique le plus proche. Qu'est-ce qui est le plus proche de mon invention? J'identifie la différence entre cet état de la technique le plus proche et mon invention. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui reste. Et cette nouveauté restante, on va se poser la question de savoir si l'homme du métier aurait été amené de manière évidente, en voulant répondre aux problèmes techniques posés, à adopter cette solution technique. C'est une méthode qui a été développée maintenant il y a plusieurs années et qui est commune à l'examen de nombreux offices de propriété industrielle, comme en France, au niveau européen, au niveau d'autres pays également qui utilisent cette approche pour déterminer si oui ou non il y a activité inventive et pouvoir l'évaluer de manière la plus objective possible. Est-ce que ça répond à la question? Alors, peut-il y avoir 2 brevets dans 2 pays différents pour un même projet? Alors, imaginons que on a un brevet, donc je suis inventeur A, vous êtes inventeur B, et de manière fortuite, on travaille tous les deux sur la même invention qui est, par exemple, le crayon gomme. On va prendre le crayon gomme. Moi, je travaille dessus, je le développe ici au Maroc. Vous travaillez, vous le développez, par exemple, au Brésil. Et moi, je dépose aujourd'hui ma demande de brevet. Alors, on va prendre un premier cas qui est peut-être plus simple. On est tous les deux au Maroc.
Et donc, on travaille tous les deux de manière dissociée sur notre invention et on arrive tous les deux à cette notion, enfin à cette invention qui est le cryogum. Moi, je dépose aujourd'hui ma demande de brevet sur mon cryogum. Vous tardez un peu plus et 2 semaines après, vous faites le dépôt de votre demande de brevet. L'invention appartient au premier déposant. Donc moi, en fait, quand l'OMPIC, donc qui est l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, va étudier ma demande de brevet sur ce cryogum, il va s'intéresser à la notion de nouveauté et donc va regarder l'état de la technique, qui est tout ce qui a été rendu accessible avant la date de dépôt de ma demande de brevet. Donc à partir de hier et tout ce qui a été fait par le passé rentre à l'encontre de la nouveauté de mon invention. Il n'y a rien qui a été fait de similaire, j'obtiens un brevet là-dessus, à condition qu'il y ait activité inventive, etc. Vous, par exemple, qui avez déposé 2 semaines après, ma demande de brevet, qui a été déposée 2 semaines avant, va rentrer en compte dans l'état de la technique. Alors là, c'est un peu compliqué à comprendre parce que vous allez me dire, oui, mais ma demande de brevet, elle est restée secrète pendant 18 mois. Donc, si vous avez déposé votre demande de brevet 2 semaines après, moi, ma demande de brevet qui a été déposée 2 semaines avant, elle n'est pas rendue accessible au public. Elle est secrète en théorie. Alors, il y a une petite fiction juridique qui dit que en fait, dans l'état de la technique, on prend aussi en compte les demandes de brevets qui ont été déposées avant, mais qui ont été publiées qu'après. Donc, juridiquement, cette fiction juridique va permettre, lors de l'étude de votre invention, de votre demande de brevet, de prendre aussi en compte les demandes de brevet qui ont été déposées avant, donc la mienne, mais qui n'ont pas encore été publiées. Et donc, à ce titre-là, ma demande de brevet, qui concerne la même invention, va rentrer en compte dans l'état de la technique et à l'encontre de la nouveauté de votre invention, donc vous ne pourrez pas obtenir de brevet là-dessus. Maintenant, si je dépose aujourd'hui une demande de brevet, ici au Maroc, par exemple, 18 mois après, ma demande est publiée. Si dans 4 ans, quelqu'un veut déposer une demande en France, la publication de ma demande de brevet rentre dans l'état de la technique. Et donc, l'INPI, au moment d'étudier la demande de brevet, va dire « Mais monsieur, il y a déjà au Maroc une demande similaire qui a été publiée, votre invention n'est pas nouvelle, on ne vous accorde pas de brevet. » Donc, en théorie, ce n'est pas possible qu'on ait 2 brevets sur la même invention pour un territoire différent. En tout cas, pas de manière indépendante. Il est possible, si on reprend le mécanisme de protection, j'en ai parlé un peu avant à l'international, on peut avoir une demande française, une demande tunisienne par exemple, qui est faite par mes soins, et moi aussi je vais faire une demande française, après je vais avoir 2 brevets, et par exemple le brevet français, je vais pouvoir le céder à quelqu'un d'autre. D'accord ? Mais ce sera issu de la même demande principale. La demande tunisienne de base sera la même. Mais sinon, le critère de nouveauté est valable dans tous les offices du monde. Si ça a été déposé en Chine, la demande à un moment va être publiée et cette publication de la demande va empêcher n'importe qui à travers le monde de déposer un autre brevet ailleurs dans le monde. D'accord ? Donc, ce n'est pas possible d'avoir un monopole dans 2 pays différents, détenus par 2 personnes différentes, qui seraient issues, j'allais dire, de 2 demandes complètement indépendantes. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc, en théorie, il ne peut pas y avoir 2 brevets dans 2 pays différents pour un même produit. Puisque, normalement, la publication du premier brevet va venir rendre impossible le dépôt de n'importe quel autre brevet à travers le monde, puisque ce brevet-là va rentrer dans l'état de la technique. Et dans les autres pays, cette invention ne sera plus nouvelle. Merci beaucoup, Monsieur François. Donc, malheureusement, on va devoir arrêter cette session pour passer à la session suivante pour la formation de concurrence et marché. Par contre, vous pouvez voir après Monsieur François lors des sessions individuelles, donc à 15h30, heure de Tunis. On se voit tout à l'heure, Monsieur François. Merci beaucoup. Avec plaisir, à tout à l'heure. Merci.